On va parler aujourd'hui d'un conflit qui dure depuis 30 ans, qui a fait des millions de morts et dont pourtant on entend très peu parler. Direction le cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo. Alors, pour y voir plus clair, voilà le plan. On va remonter aux origines, décortiquer les grandes phases du conflit et essayer de comprendre pourquoi la paix semble toujours aussi insaisissable aujourd'hui. Pour commencer, posons le décor. C'est quoi la situation, là, maintenant, en République démocratique du Congo? D'abord, il faut bien saisir l'échelle. La RDC, c'est un géant, un territoire immense, presque aussi grand que l'Europe de l'Ouest, avec des richesses naturelles absolument extraordinaires et une population de plus de 100 millions de personnes. Bref, un pays au potentiel incroyable. Mais voilà, ce potentiel immense est complètement étouffé. Depuis 3 décennies, l'Est du pays est en guerre quasi permanente. C'est le conflit le plus meurtrier au monde depuis 1945. Et l'offensive actuelle des rebelles du M23, dont on entend un peu parler, eh bien ce n'est que le tout dernier chapitre d'une très très longue et tragique histoire. Pour vraiment comprendre comment tout ça a commencé, il faut faire un bond en arrière. On est en 1994 et on regarde juste à côté, au Rwanda. C'est là qu'un événement absolument terrible va mettre le feu aux poudres pour toute la région. En avril 1994, l'avion du président rwandais explose en vol. C'est le signal. Pendant 100 jours, des extrémistes Tutsis massacrent systématiquement la minorité Tutsi. Près d'1 million de morts. Quand le génocide s'arrête en juillet avec la victoire militaire du FPR, un mouvement Tutsi, des millions de Hutus fuient le pays terrorisés. Ils traversent la frontière et s'installent dans d'immenses camps de réfugiés au Zaïre, qui est l'ancien nom de la RDC. Et là, il y a un point crucial à comprendre. Cette opposition Hutu contre Tutsi, ce n'est pas une histoire d'ethnie différente depuis la nuit des temps. Non. C'est avant tout une construction sociale qui a été instrumentalisée et durcie par les colons belges. Ils ont favorisé la minorité Tutsi, créant une sorte d'élite, ce qui a évidemment semé les graines d'un ressentiment terrible qui a explosé en 1994. Et c'est là que tout bascule pour le Congo. Ces camps de réfugiés, qui sont censés être des sanctuaires humanitaires, deviennent autre chose. Pourquoi ? Parce que parmi les vrais réfugiés, se sont cachés des milliers de miliciens Hutus qui ont participé au génocide. Ce sont eux qui prennent le contrôle des camps, qui détournent l'aide et qui s'en servent comme base arrière pour lancer des attaques contre le nouveau pouvoir au Rwanda. La crise humanitaire est devenue une bombe à retardement sécuritaire. Du coup, face à cette menace à sa porte, le nouveau gouvernement rwandais ne va pas rester les bras croisés. Il décide d'intervenir directement au Zaïre. C'est le début de la première guerre du Congo, une guerre qui va balayer un régime en place depuis plus de 30 ans. La stratégie du Rwanda et de son allié ougandais, c'est de ne pas y aller seul. Il crée de toutes pièces un mouvement rebelle congolais, l'AFDL. Et à sa tête, il place un vieil opposant au dictateur Mobutu, un certain Laurent-Désiré Kabila. Sur le papier, c'est une rébellion congolaise. Dans les faits, c'est une invasion pilotée depuis Kigali et Kampala. Et l'avancée est fulgurante. L'armée de Mobutu, minée par la corruption, n'oppose quasiment aucune résistance. En quelques mois à peine, les troupes de l'AFDL traversent cet immense pays et prennent la capitale, Kinshasa. Mobutu s'enfuit, le régime s'effondre, Kabila se proclame président et redonne au pays son ancien nom, la République démocratique du Congo. Sauf que cette lune de miel entre Kabila et ses parrains rwandais va très vite tourner au vinaigre. Les tensions montent et Paul Kagame, le nouvel homme fort du Rwanda, ne fait rien pour arranger les choses. Dans cette interview, il le dit cash, c'est nous, le Rwanda, qui avons fait tout le boulot. Il présente Kabila comme une simple marionnette. Pour Kabila, qui veut s'imposer comme le nouveau chef, c'est une humiliation totale. Et là, c'est la rupture. Inévitable. 1 an seulement après son arrivée au pouvoir, en 1998, Kabila décide de s'émanciper. Il ordonne à ses anciens alliés rwandais et ougandais de plier bagages et de quitter le pays. Leur réponse est immédiate et violente. Ils se retournent contre lui. C'est le début de la deuxième guerre du Congo, et celle-ci sera encore plus terrible. Ce tableau y résume bien le chaos qui s'installe. D'un côté, le gouvernement de Kabila, qui est maintenant soutenu par d'autres pays comme l'Angola ou le Zimbabwe. Et de l'autre, une multitude de groupes rebelles, soutenus par le Rwanda et l'Ouganda, qui se battent maintenant aussi entre eux. Au total, près d'une dizaine de pays africains sont impliqués. C'est pour ça qu'on a appelé ce conflit la guerre mondiale africaine. Bon, cette grande guerre continentale finit par s'essouffler. Mais ça ne veut pas dire que la paix est revenue, loin de là. Le conflit se transforme, il devient plus localisé, surtout dans l'Est, et entre dans un cycle infernal de rébellion à répétition. Puis, en 2001, coup de théâtre, Laurent-Désiré Kabila est assassiné dans son bureau. C'est son jeune fils, Joseph, qui prend la relève. Et contre toute attente, lui va réussir à négocier la fin de la Grande Guerre. En 2003, un accord de paix global est signé et les armées étrangères quittent le pays.
Mais le vrai problème, le nœud du truc, c'est la méthode utilisée pour pacifier le pays. L'idée, c'est d'intégrer les combattants et leurs chefs rebelles dans la nouvelle armée nationale. Sauf que ça crée un cycle absolument pervers. Un chef de guerre, comme le fameux Laurent Nkunda, est intégré, puis quand on veut le muter, loin de sa zone d'influence, il refuse. Il fait défection avec ses hommes, on appelle ça une mutinerie, et il lance une nouvelle rébellion, souvent au prétexte de protéger sa communauté. Et le cycle recommence. Et ça nous amène à une question clé. Mais pourquoi est-ce que ce cycle ne s'arrête jamais? Pourquoi ces chefs de guerre s'accrochent-ils à l'est du Congo? La réponse, elle se trouve en grande partie sous leurs pieds. D'ailleurs, le M23, c'est l'exemple parfait de ce cycle. Après des années de guerre, un accord de paix est signé le 23 mars 2009 avec la rébellion de Nkunda. Mais son application traîne, les tensions reviennent, et en 2012, des ex-rebelles intégrés dans l'armée se mutinent à nouveau. Ils créent le mouvement du 23 mars, le M23, en référence à cet accord qu'ils estiment bafoué. Alors, pourquoi cet attachement à l'est du Congo? Eh bien, regardez, le sous-sol de cette région est un véritable trésor géologique. Le coltan pour nos smartphones, le cobalt pour les batteries des voitures électriques, l'or, les diamants, une grande partie des minerais indispensables aux technologies modernes se trouve là. Contrôler les mines, c'est donc contrôler une source de revenus absolument colossale. Et voilà la machine infernale. Un groupe armé prend le contrôle d'une zone minière. Il exploite et vend illégalement les minerais. Avec l'argent, il achète plus d'armes et recrute plus de combattants. Ça lui permet d'étendre son territoire pour contrôler encore plus de mines. La guerre n'est plus seulement une affaire de politique ou de pouvoir, elle devient un business très lucratif. On arrive donc à la période la plus récente. Et c'est là que toutes les pièces du puzzle qu'on a vues, l'héritage du génocide, les jeux de pouvoir régionaux et la guerre pour les ressources, s'imbriquent pour créer la situation explosive qu'on connaît aujourd'hui. Le M23 avait été militairement défait en 2013 et était resté quasi inactif pendant des années. Et puis, fin 2021, comme par magie, il ressurgit, plus fort et mieux équipé que jamais. Pour beaucoup d'experts, ça ne fait aucun doute, le Rwanda est derrière. Pourquoi ? Probablement parce que la RDC venait de se rapprocher de l'Ouganda, le grand rival régional du Rwanda. Kigali aurait donc réactivé le M23 pour mettre la pression sur son voisin. Et pour bien comprendre à quel point la situation est un casse-tête, il y a ce chiffre, plus de 100. C'est le nombre de groupes armés différents qui opèrent aujourd'hui dans l'est du Congo. Le M23, c'est juste le plus visible, la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a une mosaïque de milices locales, de groupes d'autodéfense, de bandits. C'est pour ça qu'on parle de brasier congolais. On termine donc avec cette question qui est un peu vertigineuse. Le conflit au Congo, ce n'est pas juste une guerre civile classique. C'est un système incroyablement complexe où les intérêts des petits chefs de guerre locaux croisent ceux des grandes puissances régionales et, indirectement, les besoins de notre économie mondiale. La guerre est devenue une économie en soi. La vraie question n'est donc pas seulement comment on arrête le M23, mais comment on éteint un incendie qui a des centaines de foyers différents.